Bonjour Justine. Bonjour. On a galéré pour le caler cette interview. Oui, Mais j'ai fait patienter. on lâche rien. Voilà. Tu nous as fait rêver avec tes vidéos de femmes enceintes sur planche de surf. Je dois dire qu'elles sont rares en France, celles qui montrent des images comme ça. Et voilà, le grand jour est arrivé. Donc merci d'être venue jusqu'à moi, Justine. Je vais te demander de te présenter, de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Ok, alors je m'appelle Justine Dupont, j'ai 33 ans, je viens de la région de Bordeaux et ma famille est composée de Fred David, mon conjoint, et de Elio, mon petit qui va bientôt avoir 1 an et demi. Et je suis surfeuse professionnelle. Voilà, c'est ça, au cas où on n'aurait pas compris, tu es surfeuse professionnelle, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Alors justement, comment on devient surfeuse pro ? Comment tu as découvert ce sport ? Mon père a acheté une vieille planche pour mon frère et je suis allée voir ce qui se passait sur cette planche et je lui ai piqué la planche et jusqu'au point où du coup j'ai réussi à avoir une planche parce qu'il y en avait marre que je lui pique. Donc c'est ton grand frère ? Voilà, mon grand frère, 1 an et demi de plus, et j'ai une sœur jumelle qui s'est mise au surf aussi. Ah mais oui, t'as une sœur jumelle, voilà. Génial. Donc vous êtes 3 ? Oui, et j'ai une grande sœur de 15 ans de plus. Voilà. D'accord, des mêmes parents ? Non, que de mon père. Que de ton père, oui, d'accord. Voilà. Mais t'as grandi du coup avec ton grand frère et ta sœur jumelle. Voilà, exactement. Vous étiez tous les 3, ok. Oui. Et le surf, c'était vraiment de l'amusement, c'était vraiment du loisir, le week-end, les vacances. Extrascolaire. Complètement, oui. À quel moment t'as senti que ce sport qui était un loisir, en fait pour toi c'était plus que ça ? Vers 14-15 ans, je sentais que j'étais un peu différente, que j'étais quand même très axée sur le surf. Et du coup, je suis allée en sport-études. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ça a été un déclenchement pour moi de me dire que je fais ces sacrifices-là, c'est parce que j'aime le surf et que je pense que j'ai une carte à jouer là-dedans, ou du moins j'ai envie, je sens qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est beaucoup trop fort pour lutter contre. Il faut que je le laisse respirer, donc il faut que j'aille surfer, que je progresse, que j'aille dans ce sens-là qui m'attire. Et alors pendant ces années lycée, est-ce que ton envie de carrière s'affine ? Oui, un peu plus. Parce que là, pour le coup, autour de moi, j'ai des surfeurs qui sont beaucoup plus axés surf professionnel, carrière, du sponsoring et tout ça. C'était le sud-ouest, c'est là où il y a l'industrie du surf et toutes les compétitions, exactement. Donc tu as commencé à faire des compètes et à te faire repérer ? Oui, j'avais fait c'est pour ça que je suis rentrée au sport-études, j'avais fait à 15 ans, je crois. J'avais fait 2e au championnat du monde en longboard. Donc déjà, j'avais des partenaires qui étaient venus me voir. Mais attends, championnat du monde ou junior ? Non, championnat du monde tout court, mais c'était la grande planche. Donc c'est pas la discipline phare du surf qui est la petite planche. Là, c'était la grande planche. Mais c'était une belle surprise pour moi parce que c'était pas vraiment attendu. J'étais jeune par rapport aux autres surfeuses. C'est sûr, ça avait rien à voir. Je parlais pas anglais, je comprenais rien. Tout d'un coup, ça se passait où ? À Biarritz. J'avais l'occasion parce que c'était en France. Parce que c'était chez toi. Bah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais les sponsors, ils ont dû halluciner quand ils ont dû te voir à 15 ans. Voilà, sur la 2e marche du podium, ils ont dû se dire ok, là, on tient un sacré morceau. Et c'est là où, d'ailleurs, moi, je me suis dit aussi que peut-être que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Et oui. Voilà. Parce que toi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu t'es spécialisée dans les grosses vagues, enfin les vagues géantes, comme on les appelle. Alors les big waves. J'ai commencé à la planche normale, même avant avec le bodyboard, skimboard et tout ça, plein de petites disciplines du surf. Après, j'ai fait de la compétition en petite planche et en grande planche en même temps. Et après, je suis partie un peu plus dans les grosses vagues. Depuis, je sais pas, 10 ans peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est une discipline à part dans le surf ? Oui, les grosses vagues, oui. Les grosses vagues. Oui, c'est complètement à part. C'est avec d'autres planches, d'autres façons de faire. Le surf sur les plus petites vagues, c'est plus individuel. Et c'est une recherche qui est différente. Il y a beaucoup plus de compétition. Moi, j'en avais un peu marre. J'étais trop bridée par rapport à la compétition où il y avait trop de... On devait respecter des choses. D'accord. Par exemple, une compétition sur la petite planche, c'est la compétition et le 15 août à cet endroit-là. Il faut aller dans l'eau de 10h15 pendant 20 minutes. Les manœuvres, on nous demande de faire ces manœuvres-là. On a maximum 15 vagues. C'est noté sur 2 vagues. Il y a beaucoup de restrictions. Le cahier des charges est très fourni. Voilà. Alors que le surf, à la base, moi que j'ai connu, c'est j'allais à la plage avec ma famille, on passait la journée dans l'eau. C'est pas ça. Voilà.
la liberté absolue pour toi, le Exactement, surf, voilà. à la base. Et du coup, les grosses vagues, j'ai compris que en fait, la grosse vague, c'est rechercher le meilleur endroit, le meilleur moment, étudier les marées, les vents, les courants, tout ça. Et oui. C'était libre et je vais aller dans l'eau quand ça sera le meilleur moment, le meilleur endroit. Et, Donc ça, c'est à toi de déterminer Oui. tes conditions, en fait. voilà, exactement. Et tu passes beaucoup D'accord. plus de temps dans l'eau et après, bon, c'est une recherche qui est complètement différente aussi. Ouais. Plus personnelle. Exactement, ouais, plus Hmm. personnel. C'est un chemin intérieur qui est plus puissant, je trouve. Voilà. Et plus difficile, non? C'est beaucoup plus impressionnant. Oui, C'est vraiment les tubes, non? ou les tubes, les Pardon, vagues hein, qui je sont m'y plus connais- hautes tu aussi, remarques que plus j'y puissantes. connais vraiment Oui. pas grand-chose en surf. Et Pas je fais si. exprès de te faire expliquer Oui. tout ça parce que, voilà, le commun des mortels est Oui. comme moi. Donc, Voilà. pardon, hein, tu Non, pas de parles souci. vraiment du b.a.-ba, mais... Le surf qu'on connaît souvent, c'est le surf de l'été. C'est une taille Oui. humaine, c'est donc 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres maximum. Et voilà, et souvent, c'est des compétitions qui sont faites dans ce genre de vagues ou alors, voilà, ça suit l'été. Les grosses vagues, ça suit l'hiver, les tempêtes. Donc, c'est complètement Ah ouais. différent. C'est une tempête qui se forme au large et qui crée des grosses vagues qui arrivent sur la côte. Et là, il faut que le vent soit bien orienté. On le fait en équipe, donc qu'il y ait toute une préparation, une sécurité autour. Et voilà. D'accord. C'est complètement Tu différent. suis les Voilà. tempêtes. Oui. C'est oui, quand un même peu. particulier comme mode de vie. Oui. Il faut voir les détecter Les en amont. affronter, Et, ouais. alors affronter, non, je joue avec. mais Bah pas- ouais, tu joues parce avec. qu'ils sont plus forts, hein. Ça c'est C'est sûr. ça. C'est qui gagne. S'il y a vraiment une compétition entre la grosse vague et moi, c'est elle qui gagne. C'est clair. Mais du coup, c'est beaucoup plus risqué. Oui. Mais du coup, il y a la préparation qui est faite en fonction. Oui. Donc, Donc c'est combinaison intégrale parce qu'il fait hyper froid. oui, alors il y a des endroits où il fait plus chaud. Oui, il y a à l'hiver, Hawaï. il y a l'hiver Voilà, à Hawaï aussi. exactement. Ouais. Donc il y a Mais, des grosses vagues à Hawaï aussi. Oui, voilà. Ouais. L'hémisphère nord, c'est là où c'est le plus fort. Donc, il y a Hawaï, Californie, l'Europe, il y a donc l'Irlande et le Portugal. La tempête hivernale en Irlande, ça doit être sympa. Ouais, en termes l'eau, elle a de 8 degrés. température. On a 6-7 mm des combinaisons, des gants, des cagoules. 6-7 mm d'épaisseur ouais, de combi. Ouais, Ah les ouais. chaussons et tout ça, on ressemble à une otarie. Oui, Et, t'as je mets un casque. Ah oui, c'est pas du tout la photo sexy du surf en maillot. C'est pas la du surfeuse tout. californienne. Non, on n'y est pas là. Ouais. Et à Nazaré, au Portugal, c'est pareil. J'ai un casque, une combinaison intégrale et on habite là-bas maintenant. Donc, Oui. voilà, Ouais. T'as l'équipement qui va en fonction. ouais. Tu t'es fait des grosses frayeurs? Oui. Une fois, je suis tombée sur une très, très, très grosse vague. Et donc là, j'ai pris plein de vagues dans la tête. Et c'était à Nazaré, il y avait la falaise qui se rapprochait. Donc là, cette expérience-là, elle était la plus traumatisante pour moi. Et c'était le plus chaud. Parce qu'il y a Fred, mon conjoint, donc, qui fait des grosses vagues avec moi. Parce qu'on est partis à Nazaré ensemble au tout début quand on s'est lancé dans le surf de grosses vagues. Et donc lui, à la base, c'est lui qui me positionne sur les vagues. Donc il est sur son jet ski. Ah oui. Et, il repère l'océan, il lit l'océan. Et dès qu'il voit une vague qui est bonne, il démarre le jet ski. Enfin, il accélère. Et donc moi, je suis derrière, relié avec un palonnier et une corde, relié au jet ski. Et donc lui, il va me positionner sur la vague, il va sortir du champ. Et moi, je vais pouvoir tirer sur la corde, prendre la vitesse qu'il me donne et prendre cette vague. Et je sors de la vague. Quand je sors de la vague, il est là. Ou alors, une autre personne qui est sur un jet ski pour faire la sécurité en plus est là pour me récupérer. Donc voilà, ça c'est l'équipe. Et il y a une personne qui est sur la falaise, avec un talkie-walkie, qui est relié à ces personnes-là pour donner des informations. Est-ce que je suis tombée? Est-ce que je suis encore sur la vague? Quand est-ce que je vais sortir? Donc, tu es Voilà. en permanence avec Relié à- ces 3 membres Oui. de ton équipe pour... Voilà. Mais moi, en tant que te sécuriser. surfeuse, je suis pas reliée au talkie-walkie, donc je suis quand même un peu plus dans ma bulle. Et donc là, ce jour-là, tu ne ressortais pas de la vague. Alors, prenais... c'est plus que je suis tombée au pire endroit et du coup, ils n'ont pas réussi à venir me chercher entre les vagues parce que c'était trop rapproché. Donc, j'en ai pris une autre dans la tête. Et à la 3e vague, du coup, Fred est venu pour me récupérer. Mais le temps était trop juste, donc on a juste réussi à s'effleurer la main. C'était assez horrible pour moi. J'ai fait après des séances de EMDR pour traverser un peu ce côté un peu traumatisme. Et voilà. Et du coup, il a dû partir parce que sinon on allait se faire avoir par la vague, Fred, le jet ski et moi
proche de la falaise, ça va être beaucoup plus compliqué pour le reste de l'équipe pour venir nous chercher. Donc il a dû prendre la décision de partir. Ce qui n'était pas du tout naturel parce qu'il avait envie forcément. Bien sûr. Mais il a bien fait. Vous êtes effleuré comme ça. Oui, le bout des doigts. Le bout des doigts. Voilà. C'était affreux parce que quand il est parti, vraiment, je me suis dit, waouh, là, je me dois de rester en vie parce que c'est un regret qu'il va pouvoir avoir dans toute sa vie. Si j'y reste là, lui, il va le regretter. Enfin, ça va être horrible. Ça va être horrible pour lui. Voilà. C'était il y a combien de temps, ça ? Ça, c'était en 2022. 2022. Voilà. Oui, et je suis remontée à la surface et tout ça. Et tout s'est bien passé à la fin et tout ça. Parce que je suis encore là. Je suis en face de toi, donc je suis là. Mais voilà, ça, c'était peut-être le pire moment. Dis donc, il faut remonter sur sa planche après ça. Oui, mais en même temps, y a aussi une forme de confiance aussi, parce que j'ai réussi à survivre à une vague qui était géante, qui était plus grosse que tout ce que j'avais pris, donc c'était un truc comme plus de 20 mètres, au pire endroit. Oui. J'ai réussi à prendre 5 vagues dans la tête qui étaient énormes, donc ça veut dire que mon entraînement d'apnée, il était nickel. On a testé après mon oxygène, souffle, c'était comme si ne s'était rien passé, j'étais nickel, donc c'était hyper rassurant là-dessus, pour me dire, voilà, mon entraînement, il est au point. Et donc l'équipe était là pour venir me chercher. Ils sont venus me chercher la vague d'après, j'étais dans la falaise, mais ils sont quand même venus me chercher avant. Donc tout allait bien. Et après, ça nous permet de mettre en place des choses. Ça prouve que votre équipe fonctionne bien, que toi, tu as les bonnes conditions physiques, effectivement. Et que j'avais une petite étoile aussi, peut-être. Et tu as la petite étoile. Voilà, que l'océan, il a été chouette avec moi parce que je suis chouette avec lui. Voilà, je le respecte, donc il me respecte. C'est ça. Voilà. Tu l'as rencontré quand et comment, ton Fred, ton binôme là, ton mec, le père de ton enfant? Je l'ai rencontré à Paris. Bon, à Paris ? Oui, sur un événement. Ah non, je suis déçue. Ouais, je pensais que tu allais me dire, on s'est rencontrés dans les vagues, je l'ai vu à travers... Non. Pour les étrangers, ça parle, Paris. Ils sont c'est la ville de l'amour et tout. Histoire, non, il faut trouver une autre version. Mais c'était la première fois à Paris. Et après, on s'est recroisés. C'était ta première fois à Paris ? Non, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés à Paris. Okay. Et après, on s'est recroisés dans le sud-ouest. D'accord. Et c'est dans le sud-ouest que l'histoire a commencé. Puis moi, je dois partir sur des compétitions. En plus, je dois partir, je crois, quasiment 3 mois, 2 mois. Enfin, longtemps, 2 mois et demi, je crois. Mais attends, c'était en quelle année, ça, du coup ? Je sais pas. Quoi Non, mais la rencontre avec Fred, tu sais pas ? Je sais plus, j'aurais dû réviser. Je sais plus. Elle sait pas quand elle a rencontré son mec. Non, mais à peu près, je sais pas, c'était il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Et donc, très vite, vous devez être séparés ? Presque, on pense que... peut-être qu'on se dit que ce sera pas forcément viable. Et finalement, on fait des WhatsApp, des Skype, des trucs comme ça, là. Et, vous restez en lien ? On reste en lien en ligne, et puis on se revoit juste, à vos retours. Voilà, à nos retours. Et puis finalement, on comprend que ça vaut le coup, cette histoire, et on continue. Trop bien. Et c'est chouette. Donc on continue quelques années dans les Landes, où lui, il donne des cours de surf, il monte son école de surf. Moi, je continue mes compétitions. Il commence à me suivre sur les compétitions aussi. Ça m'aide qu'il soit avec moi. Et là, j'ai une opportunité il y a les premiers championnats du monde à Hawaï de surf de grosse vague. Et je fais partie de cette liste de privilégiés la première fois. Et donc, on part à Hawaï ensemble. Et suite à cette aventure des championnats du monde, donc je fais 2e à ce moment-là. On rentre en France, il y a Bellara, la grosse vague qui casse, qui est en France au large de Saint-Jean-de-Luz. Et donc on y va ensemble. Bellara, elle est connue, cette grosse vague. Oui, c'est genre. Voilà, mais elle est rare. Elle arrive 1, 2, 3 fois dans l'hiver. Et donc pile quand on rentre de Hawaï, il y a cette possibilité de surfer Bellara ensemble. Donc on le fait, c'est chouette. Et lui part à Nazaré au Portugal. À Nazaré au Portugal pour faire du body surf. Et il se régale, et il devait partir que quelques jours, et finalement il y reste bien plus longtemps. Et je me rappelle, voilà, il pensait que c'était vraiment utile qu'on aille là-bas et que ça allait nous plaire. Il est tombé amoureux de cet endroit. Et voilà, quelques jours, semaines après, on est repartis ensemble, et depuis, on est resté en soi, on est quasiment resté là-bas. Oui, c'est ça. Vous avez déménagé au Portugal. Voilà. Moi, je continue un peu mes compétitions, et lui, on n'avait pas encore vraiment... On a fait une transition un tout petit peu plus douce que là, ce que je dis direct comme ça. Mais... Ouais, bien sûr. Mais voilà. Et donc, Nazaré, c'est un gros spot de surf au Portugal. Oui, donc Nazaré, c'est là où il y a les plus grosses vagues au monde, et c'est là où il y a énormément de fréquences. Au monde ? Oui. Il peut y avoir des vagues plus grosses ailleurs, mais la fréquence et le phénomène qu'il y a à Nazaré, qui a un canyon qui est très profond et très proche de la côte, qui fait que la vague,
elle est particulière. Ouais, elle est bien Mais plus genre grosse. combien de mètres? 20 mètres, tu dis? Oui, oui, voilà, voilà. Il peut y avoir Mais 20 mètres, c'est quoi? C'est jusqu'à un peut-être. immeuble? Oui, 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 oui. 30 mètres, ça va être le gros maximum qui puisse exister dans l'océan aujourd'hui, je pense. Ah là là. Mais Mais ouais, on sinon doit 20 se mètres. sentir tellement Voilà. minuscule. Oui, ah oui, oui, ça c'est sûr. Surtout quand Ah. on prend la tête. Mais oui, 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 voilà. D'accord, donc vous décidez de vous installer dans ce spot Oui. vraiment à l'année, quoi. Après, vous faites toujours C'est l'hiver plein. que ça se passe, du coup, Oui. les grosses vagues. Donc voilà, Ah oui, on c'est que s'entraîne l'hiver. tout l'hiver, Ouais, on ouais. est à fond et on passe énormément de temps dans l'eau pour apprendre, pour progresser. Oui, et puis vous affinez votre technique à deux aussi, parce que Oui, c'est... et puis on amène d'autres personnes aussi Ouais. pour former une plus grosse équipe, pour être prête pour les grosses tempêtes. Parce que quand il y a des grosses tailles comme ça, il faut être plus que deux. Ouais. Tu m'étonnes. Bah oui, Ouais. quelqu'un sur les Voilà, falaises, une autre une personne, autre personne voire dans même encore une l'eau. autre personne en sécurité. Voilà. C'est quoi à ce moment-là ton dream de compétition? C'est quoi le prix ultime à gagner, à remporter quand on est surfeuse de grosses vagues? Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, après coup, je pourrais dire naïvement, mais j'avais quand même un rêve de battre le record du monde de tout. En fait, je m'étais dit que c'était Pas possible. du tout. Non, mais je veux dire, non, je veux dire, Toute simplicité. c'était possible en fait, hommes et femmes. Et je me suis dit, waouh, dans le sport, il y a quand même beaucoup de sports où on a les femmes, on a beau faire tout ce qu'on peut, ça sera très dur de battre les hommes. Et du coup, peut-être la petite fille qui avait eu son frère un peu plus grand que moi et qui voulait battre le grand frère, c'était peut-être ça, c'est ma motivation intérieure. Mais en tout cas, je me suis dit, oh, dans ce sport, les grosses vagues, je peux peut-être prendre une vague plus grosse que les hommes, ça serait drôle quand même. Ah bah ouais. Ça serait rigolo. Ça serait même Voilà. assez jouissif Voilà, de les dire, battre. tiens. Voilà. Et donc les 2-3 premières années, j'avais ce petit sentiment au fond de moi de me dire, waouh, ça serait dingue de réussir à faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien plus que juste une petite envie comme ça, que c'était beaucoup de politique autour et que c'était pas pour moi, qu'il fallait pas faire que le travail sur la planche, qu'il y avait d'autres travail à faire et que ça me plaisait pas. D'accord. Voilà. Donc j'ai pris quand même des vagues qui étaient sacrément grosses, mais j'ai jamais eu de record officiel. Voilà. Mais c'est quoi le plus grand prix que tu aies obtenu jusqu'à aujourd'hui? Alors, c'est les prix de plus grosse vague de l'année, plus belle performance de l'année, plus belle vague surfée de l'année, tout ça. Mais autre que tous ces prix, ces coupes, ces médailles, ces choses-là, pour moi, la chose la plus dingue que j'ai pu faire, enfin chouette et jouissive que j'ai pu se faire, c'était de faire un super tube à Hawaï qui était un des plus beaux de l'endroit. Et donc ça, c'était beaucoup plus plaisant que tout autre trophée et tout, parce que je me suis dit, tiens, j'ai fait quelque chose dans le surf qui a été un peu plus impactant, ou en tout cas pour moi, je me suis dit, c'est chouette, j'ai fait une vague qui sort du lot. Voilà, c'était l'endroit où ils ont fait le premier championnat du monde aussi, donc de pouvoir y repartir et de faire une vague assez historique, ça c'était... c'est ça. Et pour les femmes aussi, de montrer l'histoire que... du surf. Voilà. Ouais. Montrer que la performance est possible sur une planche. Mais ça, ouais. C'était cool. Voilà, c'était bien mieux là que là. toute autre médaille. Et après, peut-être, il y a cette vague, et il y a une vague aussi qui était vraiment très grosse et très très belle à Nazaré, lors des premiers championnats du monde de surf de Grosac qu'ils ont fait. Et c'était Fred qui a choisi cette vague, elle était parfaite, donc il a fait un choix magique, et moi j'ai pu la surfer le mieux possible. Et le fait de prendre cette vague magique, ça pourrait être la vague parfaite, la vague rêvée, la quête, tout ça, mais c'était cette sensation de l'accomplir ensemble avec Fred, ça récompensait toutes les années qu'on avait passées à s'entraîner, à galérer, à tout ça. Mais ça doit être complètement euphorique, non? Oui. Quand t'as fini de surfer une vague énorme comme ça, tu dois ressortir de là, mais je sais pas, t'es en... Tous tes sens, tout ton corps, tout est au maximum de ce qui peut être, quoi. Oui, ça c'est magique. Ouais, exactement. Et c'est magique. C'est des décharges d'adrénaline de ouf. De l'adrénaline et des sensations, se dire que j'étais au bon endroit, au bon moment, c'est ça. et que j'ai fait bien les choses. Il y a une forme de même si on dit d'alignement. D'alignement. On dit que la perfection n'existe pas, mais il y a une sensation que tout a sa place et que tout était bien aligné. Et, c'est plaisant, c'est puissant, c'est fort, et ça prend tout son corps et ça reste dans le temps.
Ouais. C'est ça qui Oui. est chouette. Oui, ça ne disparaît pas. Voilà, une Elle s'est compétition. imprimée en toi, ces Compétition, vagues-là. on lève un trophée, ouais, on est content, mais ça dure 1 jour, 2, 3 jours, hop, et puis ça disparaît un peu. Ces vagues-là, je sens que j'ai encore de l'énergie de ces vagues-là et je les porte un peu tout le long. Un peu comme mon petit, maintenant, je porte cette joie qu'il a, et cette joie de l'avoir pendant des années, et c'est pour toute ma vie. Mais ce que Et voilà. tu dis là sur la vague est très proche de ce qu'on peut mettre en place aussi Oui. avec son coparent pour un accouchement. Oui. Les Ah, mots complètement. sont presque les mêmes. Ah, mais complètement. C'était... Donc c'est une transition parfaite pour te demander à quel moment Fred et toi vous avez pensé à vous reproduire et à faire un mini surfeur. Est-ce que c'était une discussion que vous avez eue assez rapidement dans votre relation, ou enfin, toi c'était quoi ton envie? T'avais envie d'être maman depuis longtemps ou pas? Oui, moi j'avais toujours envie d'être maman, ça c'est sûr. Après, avec la carrière et le surf, les contrats, tout ça, c'était pas évident. C'était pas le bon moment jusqu'à présent. Et Fred, il avait envie d'être parent jeune. Ouais. Il avait des exemples d'amis à Hawaï qui faisaient des randonnées avec les petits dans les sacs et tout. On les voit trop sur cool. Insta, là, ces parents surfeurs. Ils ont genre jeunes. 25 ans. Exactement. Ils ont déjà 3 gosses, 3 petits blonds qui mettent sur les planches. Enfin, moi, je peux passer des heures à scroller ces comptes-là, personnellement. Mais c'est vrai qu'ils font des enfants très tôt. Voilà, Et donc lui, c'est pas un problème. Il était plus là-dessus. Mais moi, je faisais mes compétitions encore, donc c'était pas vraiment possible. On avait su que c'était possible, qu'on pouvait faire un enfant ensemble, parce que j'étais pas la meilleure personne sur les pilules et sur la régularité de tout ça. Donc tu étais tombée enceinte déjà? Oui, il y a quelques années. D'accord. Mais voilà, c'était pas le bon moment. Mais donc avec Fred? Oui, avec Fred. Et donc tu as avorté au début de votre histoire. Voilà, c'était très tôt, donc c'était possible et tout ça, sans trop d'impact. Mais au moins, ça nous a permis de savoir que c'était possible tous les deux. Voilà. Oui, voilà. Ce qui est déjà rassurant. Et est-ce que toi, tu avais des exemples de mères de famille surfeuses? Oui. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai quand même c'est vrai que j'ai contacté Emmanuelle Joly, qui est une surfeuse qui était plusieurs fois championne d'Europe et qui a 2 enfants, pour lui demander jusqu'à quand on peut surfer, comment ça se passe, tout ça, la compétition, quand est-ce que je pourrais la reprendre, ou en tout cas mon niveau de surf, plus pour moi, pour caler par rapport à mes partenariats, par rapport à ma carrière, tout ça, comment c'est possible, comment je peux vendre le truc, ou je sais pas comment dire, comment je peux rassurer les gens qui me soutiennent pour des performances sur ma planche et pas forcément pour ma vie de famille. Et alors elle t'a dit quoi, Emmanuelle? Elle, je sais qu'elle était fondue de surf, donc elle, c'était jusqu'au dernier moment, et puis 2 mois après, elle repartait après directement sur sa planche. Donc elle t'a dit franchement, oui, vas-y. C'est cool. Oui, complètement. C'est faisable. Ouais. Et après, je sais que j'ai demandé à Alana Blanchard et Bethany Hamilton, ce sont ces 2 Hawaïennes, qui à ce moment-là avaient des enfants aussi, et les ont eu relativement jeunes, et j'aurais demandé des conseils sur des points, et c'était un peu mes inspirations, mes comptes que je suivais. Bien sûr. Et voilà, dans le surf, donc il y en avait quelques-uns, mais peu. Et dans le sport en général, maintenant il y en a quand même beaucoup, et des grandes championnes. Voilà, des sportives qui reviennent, qui gagnent des médailles après et tout ça. Donc c'était plus sur le côté sport extrême. Parce que plein de personnes me disaient, je faisais du cheval, après avoir un enfant, je ne l'ai plus fait, ou je conduisais vite, mais après je ne conduis plus, j'ai eu beaucoup plus peur. Et ça, le nombre de témoignages comme ça, j'en ai eu à l'appel. Donc c'était gentil de la part des personnes qui me disaient, ah, mais tu feras plus les grosses vagues, tu auras peur, tous ces trucs. Parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, ou ils disaient, il faut que tu fasses attention, des choses comme ça. Oui, donc les sportifs de l'extrême, elles, la plupart avaient arrêté leur... Donc tu avais ça dans un coin de ta tête. Tu te disais, ça se trouve, de devenir maman, ça va me... Ça va mettre fin à ce sport extrême. Ouais, ce qui m'a fait un peu repousser presque peut-être la grossesse, et attendre un moment où j'étais fière de moi, contente de ma carrière, et qu'au pire, si ça s'arrêtait là, j'étais contente, et que c'était déjà un accomplissement
un accomplissement qui Oui, était satisfaisant. satisfaisant. Ouais. Voilà. Bon, et Et puis à voilà. un moment, ça a été le bon moment. Voilà. Même s'il n'y a pas de bon moment, tu sais, Justine. Oui, exactement. C'est ça, hein, donc, ouais. mais quand même, toi, t'as Voilà. Moi, je me réussi suis à dit, calculer un moment, une fenêtre de tir. Voilà, c'était là. Ok, et alors, t'es tombée enceinte rapidement? Alors, moi, je pensais que ça allait se faire comme ça dès le premier cycle, mais j'avais loupé le premier cycle parce que j'ai fait 2 rendez-vous chez la sage-femme. Alors, un à Tahiti, 2 ans avant, je crois, où j'ai annulé le rendez-vous le matin même. J'en suis désolée par rapport à la sage-femme, c'est pas chouette d'annuler des rendez-vous, mais je devais enlever mon stérilet à ce moment-là et j'ai fait non, finalement, je vais faire un hiver de plus, une saison de plus de grosailles. Ah ouais. Désolée, donc le matin même, j'ai dit non, en fait, je le fais pas. Je garde mon stérilet. Voilà. Donc ça, c'était un premier rendez-vous. Et il y en avait un autre, je crois que c'était en janvier ou un truc comme ça. Et là, je suis allée au rendez-vous, quand même, pour renouveler. Pour enlever le stérilet? Pour enlever le stérilet. Et je suis repartie avec mon stérilet encore. Ah oui. Parce que T'as mis du temps à y aller quand même. Hein. Ouais. Et après, du coup, deuxième cycle, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, comment ça, c'est pas possible? Mais alors, ça devrait fonctionner. Mais non, mais oh. Et voilà. Et après, le cycle d'après, j'avais des événements, donc j'étais pas là. L'autre cycle, c'est pareil, j'avais des événements et donc je pouvais pas voir Fred. Et je me rappelle que du coup, j'étais sur un événement pendant 10 jours. J'avais 2 jours et après, je repartais. Et là, on s'était croisés avec Fred en France. On avait réussi à se voir. Et donc, je sais quand est-ce qu'on a vu concevoir exactement. Elio. Mais à ce moment-là, moi, j'y croyais pas parce que j'étais en train de pester dans mes dates et tout ça. J'ai dit, oh, punaise, c'est pas possible. Le mois prochain, ça va pas marcher. Et puis Fred, il avait fait un test quand même parce que là, t'es relou. Fais un test quand même. On va voir. Donc, finalement, ça a pris quoi 5 mois? Non, même pas. 3 même mois. Pas, 3 mois. Non, même pas. Ouais. Génial. Donc, test positif. Ouais. Tu l'as fait avec Fred, du coup? Oui. Ouais. Chez nous, du coup, je suis pipi sur le truc là. Ouais. Et on était contents, on avait des poules dans le jardin et j'ai crié aux poules que j'étais enceinte, c'était drôle. Fred était là, il était tout content, on était contents. Et puis... Donc, c'était parti pour ta première grossesse. Comment tu l'as vécue, cette grossesse? Quel a été ton choix de suivi et ton planning là, de ces 9 mois qui s'ouvraient devant toi? Qu'est-ce que... justement, dans ton orga, avec les sponsors, les compètes, les machins, comment tu t'es organisée? Organisation et moi, ça marche. Ça fait quand même 2. Du coup, alors j'avais une sage-femme, une amie de ma belle-mère qui était super et qui faisait des accouchements à domicile en France. Et ça, depuis que je l'avais su, c'était mon rêve et j'avais trop envie de ça. Ah, tu voulais accoucher à domicile? Ah ouais, c'était... Et puis avec cette personne-là. Et puis avec cette personne-là, parce que confiance totale en elle et j'aimais beaucoup son approche. Mais c'était en France. Et c'est comment l'accouchement à domicile au Portugal? C'est pratiqué ou c'est rarissime comme en France, où c'est quand même assez rare? Oui, mais c'est bien plus rare qu'en France. Ah ouais. Il n'y a pas vraiment de sage-femme là-bas. D'accord. Il y a quelques doulas, c'est privé, c'est un coût quand même. Ouais. C'est un sacré coût. Et ça assoit de faire toutes les démarches, tout ça, et c'était une sacrée préparation. Donc ouais, ça a commencé à être compliqué et j'ai trouvé un hôpital qui était public mais très axé sur l'accouchement naturel. Ah. Donc là je me suis dit ouf, là ça peut être une option. Ça rassurait énormément Fred. Oui. Et il faisait l'accouchement dans l'eau, axé sur le côté naturel. Ouais. Accouchement physio dans une salle nature avec la baignoire, la totale quoi. Tout, les Swiss balls, tous ces trucs. Ah ouais, donc là génial. Et alors, comment t'en es venue à ce désir très, très puissant, très précis d'accouchement physio? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Je pense que je suis quelqu'un de très nature et très simple. Et pour moi, on est des humains, mais ce côté un peu plus sauvage, on pouvait accoucher sans tout simplement produits chimiques, qu'on nous dise où, quand, quoi, comment, et qu'on peut vivre une relation avec son petit et se faire confiance à son petit et faire ça sans toute la
Toute la Oui, tous la les truc protocoles cascade, tu vois, médicaux. de Ouais. protocoles médicaux, voilà. Donc, accouchement physio, salle nature. Voilà. Ok, c'était le compromis Oui, mais parfait. c'était dans l'eau, naturellement, Oui, et en plus, avec, un hôpital s'il y avait un problème, donc rassurant pour oui, Fred, tout ça. idéal. Voilà, qui paraissait sur le papier, idéal. Qui paraissait sur le papier. Comment s'est passée ta grossesse, physiologiquement? Comment tu l'as vécue? Alors, super, il y a plusieurs étapes quand même dans la Ouais. grossesse. Il y a quand même une étape que moi je trouve qu'on dit pas assez, c'est la première étape, le premier trimestre, parce qu'il y a quand même, ce côté nausée, ce côté un Mhm. peu, perturbant, Que tu- alors qu'on n'a pas physiquement, ne se voit pas Eh oui, et on le dit pas parce qu'il faut attendre 3 mois, tout ça. eh oui. Donc ça, cette phase-là, elle est vraiment pas si évidente que ça. Je me rappelle, j'avais une journée de médias, on court dans tous les sens, où c'est pas évident en Ouais. règle générale. Ouais. Mais là, avec les nausées dans tous les sens, j'avais des petits pompotes, je carburais la petite pompote là tous les 2 minutes. Et, Oui, et tu voulais pas te et je faire... pouvais pas le dire. eh oui. Et donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Ce moment, j'avais une course j'avais dû faire un événement au siège Adidas et c'était chouette, mais je me suis retrouvée à courir à côté du directeur marketing, du boss de Adidas et c'était trop bien, mais j'étais en anémie totale de fer, j'étais oxy au possible, nausée au possible, j'en pouvais plus. Et parler avec lui pendant un footing, ça faisait beaucoup de choses Ouais. et j'étais là, il va jamais croire que je suis une sportive, c'est pas possible. Au bout de 100 mètres, je suis oxy. Comment je peux faire? Je lui dis pas, mais non, je peux pas lui dire. Voilà, il y a Oui. ces moments-là qui sont pas évidents. Il y a eu une première grosse houle aussi à Tahiti à ce moment-là. Et je me rappelle, on partait à Red Bull, là, tu y vas et tout. J'étais là, alors non, j'y vais pas, je vais la laisser pour les locaux, cette première. Et en Oui. fait, non, j'y vais pas parce que j'ai un petit dans le ventre, mais je peux pas vous le dire. Et j'ai pas envie de prendre ce risque de prendre une très grosse vague et une chute et tout ça avec un petit dans le ventre. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est un premier trimestre sous silence Voilà. qui, quand on doit dealer avec des partenariats et des, Ouais. Et alors qu'ils et étaient des super événements... et j'en Oui. avais parlé en amont avec Red Bull depuis longtemps et ils étaient complètement OK là-dessus. J'ai des contrats qui étaient un peu plus longs et Oui, ils s'y attendaient un peu, quoi. À tout moment, oui, ils savaient que tu pouvais leur annoncer que t'étais enceinte, quoi. oui, Ouais. oui, oui, voilà. Donc c'était quand même OK là-dessus. J'avais quand même de la chance là-dessus. Et alors, par rapport aux compétitions, qu'est-ce que tu t'étais dit, toi, en ton fort intérieur, que tu stoppais pendant la grossesse? Alors, oui et non. J'ai eu une proposition, l'équipe de France, qui m'a demandé de faire les championnats du monde. C'était en France, donc ça allait. C'était en Vendée. En septembre-octobre. Septembre-octobre. Ah oui, donc t'étais déjà 6 bien enceinte. 6 mois. Ok. J'avais dit au sélectionneur, bon, je peux pas encore le dire à tout le monde, mais j'ai un petit bébé qui est dans le ventre, qui est tout petit actuellement, mais bon, en octobre, ça se verra. Hein. Et oui. On sera deux sur la planche. On sera deux sur la planche. Voilà. Parce que t'étais suivie par une gynéco, une sage-femme. Alors, j'avais la sage-femme en France, une amie, donc Armelle Loiseau, qui est une super sage-femme que j'apprécie et qui me suit encore aujourd'hui par téléphone, en conseil, comme ça. Mais elle te disait quoi par rapport aux compètes, justement, par rapport à la pratique de ton sport? sport? Mais il y a ça aussi. Toutes les personnes, ah ben non, tu peux pas, tu peux plus surfer, il y a des risques, tout ça. Et en fait, si on le fait avant et que ça fait partie de mon écosystème, de mon environnement, c'est possible en fait. Faire tout ce que je faisais jusqu'à présent, c'était possible. Apprendre une nouvelle discipline, un nouveau truc, c'était pas voilà, c'était pas la bonne idée. Mais en tout cas, continuer à surfer et faire des compétitions, tu ne te l'interdisais pas? Non, c'était possible tant que je le sentais. Il fallait me faire juste confiance et faire confiance au petit. Et je discutais avec lui et tant que je le sentais. Tu négociais avec lui. Voilà. Et donc, non, ça se passait bien. Je lui disais à chaque fois, et là, il reste encore 20 minutes où je vais pousser un petit peu, on va faire une compétition. Là, tu sens les vibrations, c'est le moment qui stresse un petit peu, mais tout se passe bien. Toi, t'es nickel. Ah oui, t'es la sage-femme. Armelle. Oui, Armelle, la sage-femme, m'avait conseillé, même si on avait une engueulade avec Fred, un moment un peu plus fort émotionnellement ou quoi, une déception, une peur, je sais pas, quelque chose, de lui parler. Et donc, du coup, je lui parlais pour lui dire que lui, il est parfait, qu'il est nickel dans son petit bain chaud à l'intérieur, mouvant, et que voilà, ses émotions, c'est tout ça, ça appartient à maman, c'est pas, ça t'appartient pas, toi. Toi, t'es parfait, t'es nickel et évolue comme tu peux. Et alors, dis-moi, c'était comment de se retrouver sur le ventre? Parce que, pardon, mais quand même, ton sport...
Le principe, c'est d'être quand même sur le ventre à ramer, Ouais. puis de se lever. Donc là, Voilà. c'est magnifique, le ventre, la combinaison qui te moule, le ventre, c'est magnifique. Mais avant, Oui, effectivement, la position, normalement, on est cambré. Donc, normalement, on prend appui sur le bas du ventre, en fait, sur tout le ventre, normalement. Et on est oui. cambré, donc les épaules sont pas en contact avec la planche, et voilà, et il y a des tensions sur le bas du dos. Et donc là, enceinte, avec un gros ventre, mais du coup, on peut pas faire ça parce que le petit, il va pas être très content. Du coup, on prend appui sur l'avant, donc sur les pectoraux, enfin au-dessus des pectoraux, un peu les Là, clavicules, ouais. voilà. Et un appui là, et donc les fesses complètement en l'air, et un appui sur les genoux. Si je me rappelle bien. Oui, voilà, un appui sur les genoux, les fesses en l'air avec le ventre en l'air, et un appui du coup voilà. Donc on est une espèce de pyramide qui ressemble complètement à rien. Quelqu'un qui a jamais surfé souvent à cette position, un peu tout plat et les fesses en l'air. Et en fait là c'est cette position qu'il faut avoir, et ça ressemble à rien. Mais pour faire en sorte que finalement le ventre, voilà, l'appui ne soit pas sur le ventre. C'est voilà, ça. Voilà. Soit le moins en contact avec la planche. Exactement. Et ça marche. Et ça marche, ouais. Donc, tout s'est bien passé jusqu'au bout, jusqu'à ce mois de janvier 2024, Oui. où donc l'accouchement physiologique était prévu dans cette fameuse clinique près de chez vous, Voilà. au Portugal. Exactement. Comment s'est passé le jour J ? Du coup, alors en France, on me disait que le petit, il allait arriver vraiment à la fin du mois. Mais au Portugal, par rapport aux mesures qu'ils ont fait à la première échographie ou quoi, Oui. Ils disaient que le petit était conçu à un moment donné où ce n'était pas possible. Je n'étais pas avec Fred, donc je le sais très bien que ce n'était pas possible. Mais bon, le médecin, voilà, il savait, et c'était là. Je connais mon corps, je crois, je n'ai pas possible. Ah oui, c'est pas grave. et puis tu avais la date exacte. Oui, mais voilà. Bon. Donc, pour eux, le petit devait venir plus tôt, du coup, parce que la date de conception était plus tôt. Et, alors que toi, tu savais pertinemment que c'était que ton terme était fin janvier. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait ça. Et en plus, au Portugal, il y a une semaine de décalage par rapport à la France. Il y a une semaine de moins. Ils comptent pas pareil les semaines d'aménorrhée. Voilà. Donc, il y a une semaine de moins. Une semaine de moins plus leur mesure, ça faisait quasiment 15 jours ou 10 jours de décalage. Donc, c'est quand même... c'est beaucoup. Beaucoup. Ouais. Voilà. Et surtout que moi, j'avais le souhait de faire un accouchement naturel. Donc, ça veut dire que le petit, il va jusqu'au bout. Il y avait ça aussi. Oui. J'avais pas envie qu'il soit déclenché de tout ce que j'entendais et tout ça. J'avais envie qu'il prenne son temps. S'il veut prendre 3 jours de plus, lui, il n'a pas sa montre à l'intérieur du ventre en train de se dire ça fait 9 mois, 41 jours, c'est maintenant. Non, lui, il prend son temps et il sort quand il le sent. Oui. Donc, tu devais te conditionner avec un terme qui n'était pas. Donc, j'avais en tête que ça allait être compliqué à ce moment-là parce que eux, ils allaient penser que c'est le terme, et moi, pour toi, tu avais encore du temps. Voilà. Ouais. Donc c'était un hôpital en plus qui était plus loin que la maison. Donc c'était un peu plus de 2 heures de la maison. Donc on a pris un petit logement là-bas. On a fait plusieurs rendez-vous pour qu'ils connaissent que le dossier soit fait, tout ça. Donc là, on était rassurés. Sur les murs, il y avait bien toutes les choses sur l'accouchement physiologique, sur l'allaitement, sur tout ça. Donc oui, voilà, t'as pu visiter avant. J'ai pu voir, j'étais rassurée sur tous les points. Et donc le moment du terme, donc il faut de leur terme, il fallait que j'y aille, et du coup ils me disent bon mais c'est maintenant, nous là on te passera un médicament pour que tu accouches, puisque tu es au terme. Si tu veux pas maintenant, il faut que tu rentres chez toi et tu reviens qu'aux urgences, mais c'est plus notre façon de faire, notre démarche, voilà. Et donc déjà ça, je trouvais ça bizarre pour un hôpital qui est pour le physiologique, tous ces trucs, ce fonctionnement. Parce qu'il m'avait demandé déjà est-ce que je voulais les médicaments, est-ce qu'il y avait plein de choses qu'il voulait faire, et j'avais fait déjà beaucoup, j'avais dit beaucoup de fois non. Je m'étais dit... Tu disais non à tout. Je disais non à tout, quasiment. Donc là, j'ai déjà besoin de dire beaucoup de fois non sur un process que je pensais plus physiologique que ça. Ok, bon. Et à un moment donné, donc il me demande aussi, bon allez, là il faut au moins, comment on dit, tester l'ouverture, c'est quoi en fait, mesurer le col. Voilà. Oui. Voilà. Et du coup, donc on était dans une petite salle, ils étaient 5 ou 6, il y avait Fred qui était là, et puis bien sûr il y a un médecin gynéco là qui était
qui m'a même pas dit bonjour ni rien, qui m'a dit hop là, allonge-toi avec les pattes en l'air sur ton truc là. Vraiment, il n'y a pas eu un mot qui est sorti de sa bouche, ça m'a choqué ce côté-là. Et du coup, il a mis sa main là jusqu'au coude là, enfin c'était affreux. Et il a appuyé comme un bourrin avec l'autre main sur le ventre et sur Elio, et c'était douloureux au possible, et c'était long, et moi j'ai crié, et j'ai dit non, stop, 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 et au point où Fred commençait il était à côté assis, et il s'est levé, et en tout cas moi je criais, je disais stop, stop, enfin là non, c'est trop, c'est pas possible. Oui, trop invasif. Trop douloureux, trop invasif. Tu t'écrases pas mon petit, tu rentres pas ta main jusqu'au coude, tu dis bonjour, tu dis que hop, enfin bonjour, c'était pas le truc de bonjour, ça je m'en fichais mais c'était beaucoup trop douloureux, il forçait comme un bourrin, enfin c'était vraiment du bourrinage absolu, enfin, et douloureux possible. Ouais. Donc tu dis stop, stop, je crie, lui il continue quand même, et jusqu'à que voilà, j'essaie de me lever, j'y arrive, enfin. Et donc du coup, hop, il enlève sa main, son bras, du coup. Oh là là. Et voilà. Et du coup, je suis dilatée à 2 ou je sais pas quoi. Enfin, super, merci. On peut partir, ok, super. Moi, je reviendrai vraiment que quand j'aurai les contractions. La sage-femme, Armelle, m'avait vraiment conseillé de pas y aller trop tôt pour faire le process à la maison et tout ça. Donc là, je sors de là, je suis pas bien, je fais que pleurer, j'arrive pas à me retenir, je fais que pleurer. Voilà, je sens que c'était vraiment pas naturel, pas normal. Enfin, je veux dire, j'avais lu, je m'étais renseignée sur cet examen-là, mais j'avais compris que c'était possible de dire non, parce qu'on est maître de son corps, et que même si les hôpitaux, les médecins nous proposent plein de choses, on peut dire non. Et donc à celui-là, j'avais choisi de ne pas dire non. À celui-là, à ce moment-là, j'avais dit non jusqu'à présent à tous. Mais voilà, donc je regrettais déjà d'avoir dit oui, du coup, à ce moment-là. Et du coup, je me rappelle, j'ai appelé ma mère direct, mais c'était un viol, c'est pas possible. J'ai vraiment très mal vécu ce moment-là. Et alors, je t'ai déjà raconté un peu ces moments un peu plus traumatiques dans le surf de grosse vague. Et quand j'ai eu ces moments plus traumatiques, j'ai fait le EMDR. Et donc, du coup, là, ça a été mon réflexe direct d'appeler la psychologue et pour lui raconter directement. Je voulais pas, mais Elio était encore dans le ventre. Donc, quand on en parlait de lui communiquer tout ce qui s'est passé, je voulais surtout pas qu'il associe ça à quelque chose et que ça fasse partie de son ADN, enfin, pas de son ADN, mais voilà. De sa mémoire exactement, cellulaire. In vitro, tout ça. Du coup... Donc, tu as fait une séance de et du coup, MDR. direct, j'ai fait une séance de MDR, 1 heure, je lui ai raconté, je lui ai dit, voilà, c'était traumatique, je l'ai vécu comme un viol, ce truc-là, et que je veux pas que ça reste en moi, et surtout pas pour Elio aussi, et tout ça. Donc ça, c'est chouette. Donc la EMDR, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est on fait une séance, on a les yeux qui partent à droite, qui suivent une lumière, et donc du coup, on revit le moment, et ça permet de digérer cet événement et de baisser l'impact traumatique, l'impact émotionnel. Donc moi, ça me servait énormément dans les grosses vagues, ça me permettait de repartir dans les grosses vagues, et là, typiquement, ça permettait de baisser le côté émotionnel là-dessus. Donc hyper efficace et chouette, et voilà, hop, j'ai passé ce truc, on passe la journée à Porto à se balader, à monter des marches dans tous les sens et tout. Donc je me suis dit, et la sage-femme m'avait dit, bon là maintenant, voilà, tu vas t'approcher du terme. D'autant plus, fais ce que tu veux, si tu veux marcher, si tu veux courir, si tu veux... N'hésite pas. N'hésite pas. Bon, elle n'a pas dit ça dans l'oreille d'une sourde. J'ai accéléré mes séances de physique et tout ça. On était à un 4e étage d'un appartement, je ne sais plus quoi j'ai fait, mais il y a en tout, je crois qu'il y avait 6 étages, le truc. Je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois en courant. Oui, parce que c'est pas comme si avant, tu étais calme. Oui, non, j'étais active. J'étais active. Là, donc, tu as d'autant plus Puis je suis quelqu'un activités physiques. Je suis quelqu'un qui aime pas trop le canapé. Bon je passe pas beaucoup de temps sur le canapé. Donc j'y suis bien allée. J'ai fait des squats, des jump jacks, des burpees. Voilà, tout. La totale. Et donc dans la nuit, comment ça se fait là? Qu'est-ce que c'est par terre? Cool, la poche des os qui se perce. J'appelle ma grande sœur. Attends, je lui envoie une photo. C'est ça, la poche des os, tout ça. Comment ça se passe? Il faut que j'aille maintenant, du coup, pas encore, j'ai pas de contraction, rien, tout ça. Donc j'appelle forcément ma sage-femme Armelle, mon amie là, qui me conseille. Elle me disait, là, continue les burpees. Alors là, je refais, je sais pas combien de montées d'escalier.
pour qu'ils comprennent que Avec c'est la maintenant. poche des os fissurée, donc. Voilà, exactement. Et donc, toujours pas de contraction, tout ça. Puis Armel me dit, bon, au bout d'un moment, il va falloir quand même que tu ailles aux urgences parce que c'est fissuré, donc il y a plus de risque d'infection. Donc, fais attention maintenant quand tu vas aux toilettes, quand tu fais pipi, tout ça. Donc, je vais là-bas. Donc, ils sont un peu en panique. Il faut direct des antibiotiques, tout ça. Je vais, oulala, tranquille. Armel me confirme que si je n'ai pas de risque potentiel, enfin si je vais pas dans les toilettes n'importe, je fais pas n'importe quoi, il y a pas une infection qui va arriver comme ça par en bas. Donc pas besoin d'antibio encore, je dis non. Alors ça, si ça leur plaît pas, mais voilà. Donc on attend, dire il faut déclencher du coup et tout. Non, s'il vous plaît, je suis venue ici parce que c'était physiologique, j'y crois encore, tout va bien se passer, on va y arriver. Moi, j'y crois, je parle à mon petit, je fais des squats, des machins. Je crois que j'étais vidée tellement j'ai fait de physique les 2 derniers jours. Toujours pas de contraction. Toujours pas de contraction. Voilà. 7h le matin, ça y est, je commence à avoir des contractions. Dingue. Alors là, trop bien. Je me suis dit, victoire, super, on va y arriver, on va faire le truc physiologique, c'est trop bien. Et là, je dis 4 heures magiques, c'était trop bien. Et donc, contractions hyper régulières. Ces contractions qu'on appelle quand même des vagues. Des vagues, voilà. On dit accueille la vague. Oui, tous ces trucs, c'était drôle. Tout le vocabulaire faisait partie de mon quotidien, tout ça. C'était ton champ lexical, quoi, oui, vraiment. Complètement. C'était trop drôle. Et tu les as pris comme telles, ces contractions? Oui, complètement. C'était une danse, c'était une communion avec mon petit. C'était vraiment magique, ce côté naturel. Et donc, tu accueillais les vagues? Ah oui, à chaque fois. Comme ça. C'est ça, changer de position. J'étais debout, j'étais en kiff. Fred, il dormait à côté. C'était de plus en plus fort, mais c'était puissant. Oui. C'était pas douloureux. Et ça, j'étais contente parce que à chaque fois que je regardais, je m'étais renseignée, tout le monde me disait que on dit tout ça, ça fait mal et tout ça. Non, si tout le côté physiologique se met en place, on est prêt à ça, on a les hormones, donc il y a les cytokines, il y a tout qui s'était mis en place. Les dates, ça aide les cytokines, donc j'avais pris des dates, j'avais pris mes petites lumières, j'avais fait de la musique douce, je faisais des grands câlins avec Fred, des bisous et tout ça pour pouvoir monter l'hormone, tout ça. Le cytocine. Et voilà, on dit que c'est un moment intime, que ça doit être donc la lumière basse, je dansais, c'était magique. Donc ce moment vivre avec le petit, je laissais Fred qui se reposait aussi. Et, oui, donc tout était bien parti. Ah, c'était super. J'avais l'impression que ça allait là. Ça allait continuer comme ça jusqu'au bout. C'était nickel. Et là, la porte qui s'ouvre, grande lumière blanche, grande personne qui parle fort tout d'un coup en blouse blanc, machin, retour à la réalité. Qui te casse vraiment, qui perce la bulle là. Ah ouais, littéralement, c'était ça. Couche-toi, les pattes en l'air, il faut contrôler le col et tout ça. Je dis, non mais... je suis bien là et tout ça. Non, il faut le faire et tout. Du coup, je me dis, allez, je vais faire comme ça va être plus rapide et je repars dans ma bulle. Hop, donc elle repart, elle ferme sa porte. Je me dis, ouf, c'est bon, je peux repartir. Lumière basse, musique, je remets tout mon truc. Et là, mince. Et mon petit, t'es là? Eh oh, t'es toujours là? Bon, forcément, il n'y avait plus les contractions. C'est comme la comparaison, je trouvais ça chouette, c'est comme faire l'amour et tout d'un coup, on fait l'amour en plein centre commercial devant tout le monde. Bah là, ça marche pas, voilà. Et enfin, peut-être il y a des gens, peut-être que ça fonctionne, mais en tout cas, voilà. Il y a quand même un environnement à mettre en place qui est quand même plus sympa pour les hormones, pour tout ça. Bah oui. Donc voilà, donc je suis cassée dans mon truc et donc là, les contractions s'arrêtent net. Net. Ah ouais. Et donc là, je me dis, bon, Fred, là, il va falloir que tu m'aides. Je vais y arriver. Ça va refonctionner. Je rappelle ma sage-femme. Elle me dit que ça va le faire. Tu peux encore le faire. Mais voilà, ça commence à être chaud. Mais tu peux encore le faire parce que les heures passent. Ma poche des os était toujours ouverte, tout ça. Donc, il y avait ce décompte par rapport à ça. Elle me dit, bon, par contre, peut-être, là, il faut que tu acceptes les antibiotiques pour pas que le petit qui ait des risques. Alors forcément, l'hôpital, il joue sur la peur de fou. Là, si tu prends pas les antibiotiques, ça veut dire qu'au niveau de l'accouchement, ton petit, on va le prendre 15 jours avec nous. Tu pourras pas le voir pour contrôle, pour tous ces trucs, parce qu'il aura forcément une infection, tous ces trucs. Donc, horrible. Donc je suis cassée dans mon process, mais aussi dans une peur où ils me disent que je vois que je suis contre eux, contre eux, et il y a une guerre un peu qui se met en place. Je sais pas, en tout cas, mais c'est plus du tout comme ce que j'imaginais, et j'ai la trouille parce que moi, l'allaitement, je veux voir mon petit quand il est né. Enfin non, on va pas me l'enlever 15 jours, c'est pas possible, non. Donc ok, je prends votre antibiotique, est-ce que je peux me trimballer avec, parce que du coup c'est plus pareil aussi pour les mouvements, pour tout ça.
Donc j'accepte ça. Donc, ils Et te le là, mettent en ambulatoire pour ouais, que tu voilà. puisses bouger, Voilà, continuer de exactement. bouger. Ouais. Voilà. Ok. Pareil, le monitoring, j'avais demandé en ambulatoire pour que je puisse continuer de bouger. Et là, la pression monte, ils reviennent de plus en plus, tout ça. J'y crois, ça commence à repartir un tout petit peu au bout de quelques heures. Un tout petit peu, je sens que ça y est, je vais retoucher à quelque chose. On va y arriver, tout ça. Donc, les contractions. Les contractions reprennent. mais tout doux. Je sens que Tout doux. c'est pas loin, mais c'est en train de monter. Je sens que tout l'ocytocine, tout, hop, je recrée un environnement, ça remonte. C'est un effort considérable, mais ça y est, on va y arriver. Et là, mais au bout de quelques minutes, donc ça avait à peine commencé les contractions, de reprendre une régularité et tout ça. Là, la même personne, elle rouvre la porte. Carrément, elle veut pas parler à Fred. Elle m'enlève mon casque des oreilles et je dis non, enfin, La violence. Ouais, vraiment nul, parce que en soi, ça a été juste une personne qui était pas en phase avec ce que je vivais et qui m'a cassé tout mon truc, alors qu'on y était, et que c'était beau, c'était magique et voilà, on y était. Bon, et voilà, elle est rentrée, là, c'était plus possible. Donc, elle t'enlève ton casque et elle te dit... Là, c'est plus possible, il faut que tu prennes les cachetons et tout. Et je dis non. Ouais. Et elle repart, j'appelle Armelle, elle me dit oui, effectivement, ça fait tant d'heures, je sais plus, ça fait 1 jour et demi ou je sais plus quoi. Là, effectivement, elle t'a cassé encore le truc, donc soit tu vas devoir mettre encore 4 heures ou 3 heures ou je sais pas quoi, à remettre dedans. T'as bien vu qu'ils sont plus dans cet esprit-là, ça va être très compliqué. Là, il va falloir que tu rentres dans ce process, et tant pis. Enfin, t'inquiète pas, ça va bien se passer et je t'accompagne à distance et on va y arriver. Si tu prenais les cachetons, c'est des comprimés qui sont censés déclencher des contractions. Oui, mais c'est plus naturel, j'avais plus l'hormone. Et c'est plus violent. Alors voilà, c'est que les contractions sont beaucoup plus violentes, mais tu pouvais quand même faire sans péridurale. Oui, voilà, dans ma tête. Finalement, je mais c'est vrai que c'était plus... mais c'était plus physio. Mais ça avait rien à voir. Ça cassait dans ton truc. Ouais. Donc, cacheton. Donc, tu les prends. Voilà. Ouais. Je négocie. Est-ce que je peux pas prendre un quart du cacheton plutôt que tout? Je sais pas quoi, voilà. Mais non, du coup... Tu prends tout. Ouais, il faut voilà, je prends le cacheton. Du coup, il y a un petit temps. Et là, ça y est, ça commence. Et là, je comprends que c'est pas les mêmes contractions. C'est pas la même relation avec mon petit. Ça n'a rien à voir. La douleur était complètement différente. Complètement différente. Rien à voir. J'en ai vécu des douleurs, je me suis fait briser le corps par les vagues et tout ça, mais c'était pas drôle du tout. Et voilà, donc 40 secondes, 2 minutes de repos, hop, 40 secondes, hop. Ça pendant 4 heures. C'était sacrément intense, je croyais que j'allais y arriver. Au bout de 4 heures, j'avais l'impression de partir un peu par moment. Tellement c'était, puis j'avais fait mes séances de sport avant, enfin j'avais pas dormi depuis 3 jours, ça commençait à cumuler ça commençait à être... des nuits blanches, voilà. Du coup moi je suis un tout petit peu entêtée, donc je pense que je vais y arriver quand même, voilà. Au bout d'un moment Fred il dit je crois qu'il va falloir que tu prennes la péridurale là, on peut pas. Et du coup, au bout d'un moment, je cède parce que je sens qu'ils me disent, et puis Armelle me conseille, me dit, il va falloir que tu aies de la force quand le petit sera là aussi. Oui. Et donc, je cède péridurale, je dors pendant 2 heures, tout s'arrête. Là, j'ai l'impression que ça y est, que je suis déconnectée complètement, que j'abandonne mon petit dans son chemin pour sortir, qu'il se débrouille tout seul et que moi, je suis aidée par des médocs, c'est trop bizarre. J'ai une sensation trop bizarre. Et voilà, il y a le monitoring et tout ça, et puis par moment il bip un peu, ils disent c'est bon, c'est la machine, tous ces trucs, puis il rebip et tout. Hop, ça m'inquiète un peu quand même, ce truc qui bip de temps en temps, parce que non, c'est ça, parce que ça se décolle et tout ça, vous êtes sûr? Ok. Et puis ça continue, puis là ça bip plus, et puis vous êtes sûr, là, le cœur, là, ça baisse, on est d'accord, là, et tout. Hop, et puis tout d'un coup, ça passait de non, c'est bon, c'est la machine, tout va bien, là j'entends que la personne elle sort et elle appelle toutes les personnes autour du médical autour. Toute l'équipe. Toute l'équipe, voilà. Et du coup non, c'était pas normal, le cœur du bébé il baissait à 56 ou je sais pas quoi, il baissait considérablement et que ça suivait pas du coup. Donc toi qui voulais accoucher dans ta bulle, dans la lumière tamisée, la musique, machin, là tu te retrouves allongée, péridurale, cacheton, induction là, un truc aussi directement au niveau du vagin pour dilater plusieurs fois, cacheton plusieurs fois. Après j'ai oublié heureusement.
Ouais, oui, je crois que je pouvais pas avoir plus finalement de tout ça. Ouais. Et t'étais arrivée Et combien de temps avant la veille? Non, quasiment 2 jours, je crois. 2 jours Ouais. avant. Et donc là, ça bip Ouais. de partout Et et, voilà. et toute l'équipe est réquisitionnée Ouais. et déboule. Je pars en urgence en césarienne à Césarienne. 3h50. Voilà. Et là, j'arrive dans la salle et tout ça. Je leur dis juste avant de qu'ils m'endorment, s'il vous plaît, je suis sportive. Essayez de pas trop me découper les abdos, tout ça, de faire ça bien, s'il vous plaît. Je suis sportive et j'ai besoin de mon corps pour travailler. Et là, je me rappelle la sensation là, d'un cutter qui m'ouvre le ventre. Donc ça ne te faisait pas mal, mais Non, t'avais ces c'était sensations perturbant, plus hyper haut. cheloues Ah ouais. sur le ventre, quoi. Ah oui, complètement. Ouais, on m'avait ouvert le ventre et j'avais l'impression que j'avais plus que la peau et les os dans le ventre et que tout était sorti. Et donc, 23h50, j'étais rentrée dans le truc, minuit 10, hop, le petit Elio était là. est sorti. Ils l'ont enveloppé dans un truc. Et moi, j'étais couchée. Oui. Et ils l'ont baissé, mais sauf que j'étais couchée. Donc, pour que je le voie, il fallait qu'on me le pose plus bas. Bah oui. Ça, je n'avais pas compris. Donc, j'ai essayé avec les dents de tirer le petit drap dans lequel il était pour essayer de voler un demi-quart de bisou sur la joue de mon petit qui venait d'arriver dans ce monde. Mais ils te l'ont pas collé Absolument pas, j'ai même pas pu sur voir le sa visage. tête. J'ai pu juste arracher avec mes dents Oh. le drap pour pouvoir faire un tout petit quart de bisou. Parce qu'il faut faire les examens directs, parce que une microseconde, ça prenait pas plus de temps. C'était juste le geste de me le montrer, mon petit. Non. Jusqu'au Voilà. bout, Jusqu'au bout du ils n'auront pas été à Non. ton écoute Voilà. et pas Et du du tout coup, en coopérants, plus, quoi. moi, je vais dans une autre salle. Fred, je en pleure. Je lui dis, tu fais le pot à pot, s'il te plaît. Tu le rassures, tout ça. Bah oui. Donc Et, lui, Fred, il a pu partir avec Voilà. Elio. J'ai dit, tu le lâches pas, s'il te plaît, va-t'en, je sais pas. Et lui, il était désolé parce qu'il me voyait en pleurs, il me voyait dans un état second absolu, et il quittait la personne qu'il aime pour aller voir son petit à fond, mais en même temps, c'était effrayant de me quitter. Mais toi, tu n'avais qu'une hâte, c'était de enfin, rencontrer ton bébé. Ouais, voilà. Et alors, c'est arrivé quand? Ben, je l'ai rencontré, du coup je suis allée dans la salle où ils étaient. Non, je les ai croisés dans le couloir. Ah. Je les ai croisés dans le couloir. J'ai vu un petit dans un truc. Je me suis dit, c'est Elio, c'est mon petit. Et j'ai demandé à le voir, mais non, ils étaient dans le couloir, on s'est croisés, c'est tout. Affreux là aussi. Et j'étais là, Elio. Parce qu'il était dans une couveuse, dans un berceau, dans un espèce lange de drap de lange là, et il était dans les bras de quelqu'un, un médecin, puis il y avait Fred après qui suivait. Mais au début, il n'y avait même pas Fred et je me rappelle le voir et c'était assez dur aussi, ce moment-là. Oh là Et là, du coup, donc moi, je suis sur la droite, ils vont à gauche. Je dis, mais c'est pas possible, ok, non. Et du coup, il finit par être là avec moi et là que je peux faire du pot à pot et tout. Mais je suis tellement shootée, défoncée que je me rappelle à moitié pas de ce moment. Et Fred, il fait des photos et vidéos, il me raconte après. Et moi, je voulais que je puisse allaiter. Du coup, donc on a fait du pot à pot et voilà. Et ça, là, tu arrives à être dans le moment, malgré le brouillard et tout ça. Tu as des souvenirs? Oui, j'ai des souvenirs. Je suis contente parce qu'il est là, il est en bonne santé et que tout va bien pour lui. Voilà, moi, je suis coupée en deux, je suis défoncée, mais lui, il va bien. Voilà. Ouais. Je peux même pas me lever, je peux même pas m'asseoir, c'est assez frustrant aussi parce que tu as envie d'être là pour lui, il pleure un peu et Fred est là et j'ai même pas eu... Mais toi, t'es très empêchée par cette cicatrice. Oui, par ce truc-là. Dès que je l'ai récupéré, je sais pas combien de temps après, ils ont voulu le réveiller, le secouer pour le réveiller, pour qu'il tète. Laissez-moi, mon petit, il est fatigué par tout ce qui s'est passé. S'il a envie de dormir, il est né à 3,4 kg ou je sais pas quoi. Il est pas... Non, c'est le protocole, il faut qu'il tète toutes les 2 heures. Il me colle au sein. Très bien, mais toi, mais non, respectez-le, s'il vous plaît. Pas du tout ton idée, quoi. Ah non, c'était vraiment... Donc du coup, à chaque fois qu'ils viennent, voilà, je passe sur le côté, il faut que je monte. Donc oui, il a tété. Oui, il a tété une demi-heure. Du coup, à chaque fois, j'étais là. Mais j'étais pas très lucide. Donc à chaque fois, j'étais en stress. S'ils arrivent, il faut que je le dise qu'il a tété quand, pour pas qu'il me réveille, pour pas qu'il machin, pour tout ça. Ah ouais, c'était affreux. Tu t'es mise à leur raconter des mythos pour voilà, qu'ils mais ne du coup, réveillent pas. c'est inquiétant parce que j'y connais rien. C'est mon petit bébé, c'est eux qui connaissent normalement, c'est eux les médecins, c'est eux tout ça. Donc mentir à des médecins, tout ça, c'est pas non plus très, très, très chouette parce que moi, je le suis pas, j'ai pas fait des études pour. Donc je le sens juste que mon petit, il est en bonne santé, qu'il a juste envie de se reposer, et qu'il a déjà tété, et que c'est bon, il va retéter, et que tout va bien se passer.
Et tout se passe bien. Mais voilà, on rentre dans ce process jusqu'au point de dire que oui, je suis allée aux toilettes, que je peux partir de l'hôpital parce qu'il faut aller Oui. à la selle avant ou je sais Ouais, pas quoi. ouais. Et ça n'avait pas été le cas, Ah bah, mais absolument pas. Voilà. mais t'as dit que oui. Ah bah oui, Parce que oui, toi, pour tu partir. voulais Ah, partir. faut sortir de Faut là. sortir de là. Ah ouais, faut sortir de là. C'était Sortez-nous contre-éthique de là. enfin, Ouais. contre notre façon de faire. Ah ouais, Donc, c'était t'es resté combien de temps un jour et demi, je crois. Ah Un jour et ouais. demi, ouais. Ah oui, Fallait c'est sortir. très peu. Ah oui. Quand on a eu une césarienne ouais. d'urgence, Ouais, c'était pas conseillé de césarienne. marcher, de tout ça, Bah de oui. faire la route, 2 heures de route, 2 heures et demie. Ça. Non, c'était pas conseillé tout ça, mais c'est pas grave. Oui, on habite juste à côté. Oui, on y va, allez, on y va. Et, ouais, voilà. d'accord. Mais bon, pour le coup, on arrive à la maison. Alors là, j'avais une image que tout l'hôpital, tout ça, c'était blanc, noir et tout ça. On arrive à la maison, là, dans nos petites forêts, là, colorées. Oh, la lumière qui arrive, et là, ça y est, mon petit, il est là, on est là, et c'était magique. Là, ça y est, enfin, là, waouh, c'était dingue. Vous vous êtes Ouais. enfui de l'hôpital, quoi, vraiment, Voilà. pour Mais bon, arriver enfin chez nous, dans et votre enfin, cocon. Voilà, là, c'était dingue. Mais il y avait ce petit côté de, finalement, mais zéro info. On n'avait rien. Heureusement que j'avais Armel au téléphone Oui. régulièrement, mais comment ça marche, un petit bébé, enfin, zéro info. Ouais. Et il y avait une personne, un couple qui a accouché en même temps que nous, on n'était que 2 dans l'hôpital à ce moment-là. Ok. Et du coup, on a pu vraiment échanger avec eux, et eux, ils ont eu la même expérience. C'est eux qui avaient employé les mots au début, mais on est d'accord que c'était traumatique, l'accouchement, que c'était quelque chose de bizarre, hein. On est d'accord que c'était choquant, et oui, c'était le cas. Et du coup, ça nous avait un peu confortés, enfin, même si c'était pas chouette pour eux aussi, mais on avait vécu la même chose, et c'était pas nous qui étaient complètement une mauvaise différents. interprétation. Non, c'était l'établissement, et en tout cas l'équipe de cette nuit-là, comment ça s'est passé et tout ça, en fait. Et ils ont eu la même chose que nous, Ah et là c'était là, affreux. Voilà. Mon Dieu. Et voilà. Et du coup, après à la maison, au bout de... Je crois que j'étais presque à 10 jours, je me suis dit, mince, c'est vrai que j'avais menti, mais que je suis toujours pas allée aux toilettes, ça va peut-être que commencer à être dangereux. Et du coup, j'ai avalé 3 boîtes de pruneaux d'affilée, je sais plus quoi, et j'ai fini par aller aux toilettes. Mais ce concept était un peu dérangeant, du coup, d'être sans info, et de se dire qu'il y a des choses sur lesquelles, finalement, c'était peut-être important, et te ça peut être renseigner. dangereux, en fait. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que vous étiez tellement mal dans cet hôpital que vous avez privilégié le retour dans votre cocon, mais du coup en laissant effectivement le suivi médical là-bas. Exactement. Donc Armel, elle a continué à vous coacher à distance. Oui, elle a été super. Et puis elle était sur la même longueur d'onde que nous. Et puis elle avait accouché je ne sais pas combien de femmes et de bébés. Donc elle avait une expérience énorme. Et elle était Et ce que vous lui racontiez de ton état, de l'état d'Elio et tout, c'était rassurant. Il n'y avait pas oui, non, mais c'était nickel. Non, c'était nickel après. T'étais comment psychologiquement pendant cet après-accouchement, là, les jours qu'on suivi? C'est vrai que ça aussi, c'était bien, je m'étais renseignée. Et encore, je m'étais renseignée quand même. Mais même, ça m'a surpris quand même parce que je pleurais beaucoup quand même. Ouais. Je faisais que pleurer quand même. Et ça, c'était perturbant pour Fred parce qu'il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, non, t'inquiète, c'est les hormones, c'est tout ça. Et puis en plus, c'était tellement traumatique et c'était tellement pas ce que j'avais souhaité. C'est sûr. Donc tu as beaucoup pleuré. Oui, alors là, pareil, j'ai après repris direct le réflexe EMDR, donc session de psychologue, en parler énormément autour, ça m'a aidé, en parler. Et puis après, on a commencé la vie directe. Il y avait le carnaval à Nazareth, je me rappelle, il avait 10 jours, même pas, et on y allait avec le petit. Et ça y est, c'était cool, on a repris notre vie. Et on a fait un mois entier où c'était vraiment que nous, avec les amis autour. C'était chouette de les voir. Et tu sentais que le traumatisme oui, à force s'estompait, que tu arrivais à reprendre le contrôle de ton corps, de ta vie. Tout début, je voulais pas en parler parce que j'avais même presque honte ou culpabilité ou un truc comme ça un peu. Et où je me disais que c'était, je sais pas, que c'était à cause de moi parce que j'avais pas bien fait le process ou que j'aurais dû faire différemment. Forcément, on se dit, ah mince, j'aurais dû faire en France, mais non, ça aurait été... Enfin voilà, j'aurais pu, voilà, tous ces trucs. Et une fois que j'avais passé ce cap, quelques jours, c'est là où je commence à vraiment en parler et que ça a délié. Et ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ouais, Et en fait, après, j'ai repris du coup le Pilates, une super prof de Pilates à Nazareth, Barbara,
incroyable. Mhm. Et du coup, c'est elle, en fait, qui m'a... parce que je comprenais pas pourquoi on n'avait pas réussi à le faire naturellement. Pourquoi Mhm. j'avais eu cette poche des os qui s'était brisée avant, s'il n'était pas prêt à sortir. Pourquoi tout ça? Mhm. Ça me perturbait, ça m'énervait. Et du coup, avec Barbara, je lui raconte tout ça et elle me dit, mais oui, mais en fait, il t'a déclenché, c'est sûrement lui. Et après, je me dis, mais oui, il m'a fait un espèce de décollement ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est lui, cette personne-là que j'ai tellement Le mal vécu ce gynéco truc. qui a mis son bras Voilà, pour te voilà. faire C'est le lui qui a dû toucher. faire ce truc-là que ça s'est déclenché. Et en fait, normalement, il n'était pas prêt à sortir. Vous pouvez rester encore une semaine largement dans le ventre. C'est Et pas c'est pour un ça que ça attire. décollement des membranes qui t'a fait, tout Mais simplement? c'est ça, sûrement Ouais. que c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Mais Pour bon, moi, je le accélérer savais le pas. Et processus. on m'avait dit que c'était douloureux. Au début, tu serres les dents. Après, tu dis non, c'est plus possible. Après, tu cries. Après, tu dis eh, hop, hop, hop. Hmm. Et j'en voulais à cette personne. J'avais envie de le trucider Tu pendant un petit moment. Donc, Voilà. tu as réussi à psychologiquement te remettre Ouais. de cet accouchement traumatique et Complètement. physiquement. Et physiquement Cette aussi, cicatrice ouais. de césarienne, est-ce que comment Ouais. comment ton corps Ouais. l'a vécu ça? Alors, elle était géante et il y avait des agrafes et on m'a Elle vraiment était dit... géante, Enfin, géante, oui. comme les vagues. Tout est géant chez toi. C'est vrai, non, mais oui, on m'avait dit, c'est vrai que la première personne qui m'a enlevé ou qui a contrôlé, parce qu'ils n'ont pas enlevé Ouais. les agrafes direct, m'a dit ah oui, quand même, c'était urgence plus là, qu'on t'a fait. Et j'ai dit pourquoi? Ah, mais parce qu'elle est grande, elle est très très grande. Normalement, c'est pas comme ça. Je D'accord. dis ah oui, bon, mais ok. T'avais Et ils m'ont combien dit tu t'as fait à de... cet établissement? Ah oui, c'est connu pour. Ils sont pas les champions là-dessus. J'étais ah oui, ok, d'accord, bon. Super, voilà. Je sais pas en Ok. centimètres, c'était voilà, d'une Mais... hanche à l'autre. Voilà. Enfin, Ah oui, quand même. c'était grand, quoi. Ok. Voilà, et du coup... Et alors, comment ouais. ton corps a géré cette cicatrice-là? Toi qui leur avais dit essayer de pas Oui, couper tous les ouais. muscles et tout, c'était comment pour toi de récupérer physiquement? Alors, j'étais très bien accompagnée du coup avec un Mhm. prof de pilates. J'avais aussi un accompagnant avec un HP Clinica, un centre de kiné qui m'a Ouais. accompagnée pour le sport. Et du coup, Mhm. c'était vraiment chouette ce côté-là. Je remercie le fait d'être sportif. C'est qu'on a plus des réflexes que peut-être quelqu'un qui l'est pas, n'a pas Ouais. forcément sur la rééducation au niveau du périnée, au niveau du Ouais. kiné et sur le côté du coup pilates. Et Mhm. ça c'était et EMDR et tous ces réflexes-là qui Oui, étaient oui, oui, chouettes, c'est vrai. psychologiques et tout ça. T'avais C'est les chouette. ressources Voilà. à portée de main. Et en fait, ça a été comme une grosse vague, cet accouchement-là. Voilà. Donc, j'avais en fait tous ces réflexes-là. Suite. Mhm. Et du coup, j'ai pu repartir sur ma planche. Et un peu moins d'un mois et demi après, c'est la première fois qu'on laissait Elio à Lorraine, une amie, pour qu'elle le garde. Pour aller 2 surfer? heures pour aller surfer à Nazaré. Il y avait une session magique de grosses vagues. 1 mois et demi Après ta voilà. césarienne. Et du coup, c'était beau parce que c'est juste avec Fred. Aller dans l'eau, il faisait beau, l'eau elle était belle, les vagues étaient grosses, mais ça va, une taille que je connais. Ouais. Il y avait, je sais pas, il y avait moins de 10 mètres, il y avait 6, 8 mètres, un truc comme ça. Oh, ça va. Mais ça allait, pour moi et pour notre expérience et ce Oui, moment-là oui, dans bien notre vie, sûr. tout ça, c'était possible. J'avais besoin de voir aussi à quel point je peux repartir sur les grosses vagues. Est-ce que j'ai vraiment peur? Est-ce que tout ce qu'on m'avait dit était oui. réel? Et est-ce que je vais arrêter mes grosses vagues ou pas? Enfin, dans ma tête, c'était hors de question. Mais bon, c'est jamais. Toutes ces personnes, elles me disent ça, c'est peut-être pas pour rien non plus. Donc, Et alors? voilà. Et les sensations étaient bonnes. Ouais, t'as et c'était retrouvé chouette. le plaisir Oui. d'être sur ta Voilà. planche. Donc j'avais besoin de cette session-là, même si c'était pas des conditions extrêmes et tout ça. Voilà, je savais que ça y est, je pouvais mettre en place ma préparation pour être prête pour la saison qui allait reprendre en octobre. Et Elio, à ce moment, il allait avoir 7 mois ou un truc comme ça, et c'était Ouais. possible de repartir dans les vagues. Donc de repartir sur les grosses vagues. Sur les grosses vagues, oui, effectivement. D'accord. Contrairement à ce qu'on t'avait prédit, finalement, ça t'a pas coupé de cette Non. envie-là d'affronter les grosses vagues. Voilà, je suis repartie. Par contre, j'ai fait une préparation solide Ouais. et je suis repartie dans les grosses vagues et on a pu mettre en place des choses pour que je puisse y aller avec Fred sur les très grosses vagues. Il n'y a pas trop de nounous, donc c'est très crèche et surtout, non, c'est la famille au Portugal, beaucoup qui... Il n'y a pas beaucoup de petits pots dans les magasins. Ah c'est ouais? des gens qui font à manger au Portugal. Mais donc la famille, vous avez de la famille au Portugal? Absolument pas. Ah bah non. Non, ils sont en France. Bah donc, oui. Alors comment vous faites, vous? Et du coup, on s'est trouvé une famille là-bas. Et C'est vrai? voilà, mais nos voisins, j'ai eu la chance parce qu'ils sont allés en France à un moment donné et elle a accouché en France, ma voisine. Et c'est des Portugais, les deux. D'accord. Et ils ont eu quelques mois où ils étaient tout seuls en France avec la petite.
Et du coup, ils ont su ce que c'était d'être avec un bébé à Et l'étranger oui, sans d'être leur un peu famille. isolé. Ouais. Voilà. Et du coup, je parlais avec elle et puis on avait sympathisé. Et puis j'essayais de chercher, j'avais le stress, la saison commençait, on savait toujours pas comment on allait faire pour Pour garder le faire Elio. garder. Et Et puis oui. Fred, c'était la personne qui était là pour moi dans les grosses vagues. Si en plus j'avais pas Fred, moi repartir tout seul dans les grosses vagues comme ça, avec le petit, le laisser, enfin waouh, c'était dur. Et du coup, au bout d'un moment, elle m'a dit mais bataille pas, arrête de chercher dans tous les sens. J'essayais. Du coup, si tu veux, on peut rencontrer mes parents et tu peux voir. Ils habitent dans le village aussi où on est. Avec les parents de cette De ma femme, voisine. de Oui, ta voilà, voisine. ouais, de Carla, exactement. Qui est devenue, et du coup la maman, enfin la maman de Carla est devenue Voilà. ta nounou. Voilà, et du Génial. coup, la maman et le papa de Carla, ils habitent dans le village et ils ont quasiment 70 ans Ouais. passés. Et du coup, c'est rigolo parce que du coup, on peut laisser le petit dès qu'il y a des grosses Ah vagues là là, mais c'est et génial. c'est génial, il C'est aime. idéal. Ah oui, oui. Et ils tu s'entendent l'as très bien. allaité combien de temps, Elio? Eh ben, je l'allaite encore. Ah, tu l'allaites encore? Ouais, Waouh. il a bientôt 1 an et demi. Ouais. Je l'allaite Ah encore. bah mais génial, là, ça a du coup, je sais hyper pas bien trop comment. fonctionné. Oui, l'allaitement, ça a hyper bien fonctionné, effectivement. Ouais. Ouais. Et après, du coup, j'ai fait tout l'hiver, du coup, en laissant Elio une fois par semaine, ou un truc comme ça, quand il y avait des très grosses Oui. sessions. Sinon, sur les sessions d'entraînement, j'y allais toute seule et Fred gardait le petit. Est-ce que Et, l'allaitement, ça t'a aidé à te, pas réconcilier, mais en tout cas te connecter Oui, de manière voilà, Oui, naturelle complètement. à ton bébé? Ah oui. J'ai fait plein de peau à peau à la maison. On Ouais. était tout nus pour être en contact avec lui. Ah oui, à fond, des bains. On a fait un bain thérapeutique, ça c'est super Ouais. pour que le petit revive son accouchement. oui, Et et c'était oui. magique. J'ai pleuré pendant ce moment, c'était magique. Donc on a essayé de mettre en place plein de choses pour que ça soit Ouais. le plus naturel et Pour, plus souple pour possible. revivre, réparer un Ouais. peu ce moment traumatique, quoi. Voilà. Mm. Et faire que c'est OK, ça fait partie de son expérience, de notre expérience, et que Ouais. c'est OK. Et on peut continuer. Aujourd'hui, tu sens que c'est Oui, apaisé. Oui, complètement. Mm. Le temps, il fait. Mais c'est pour ça que j'ai Bah, pas voulu bien sûr. venir plus tôt Ah ici, en parler avec toi, parce que j'étais pas prête. Je comprends. Voilà. Je comprends. J'étais pas prête, Il faut le c'était- temps de mettre tout ça à distance, d'avoir le recul Voilà. nécessaire, bien Exactement. sûr. Donc, au bout de aux 6 mois d'Elio, t'es reparti sur les grosses vagues. Ouais. Et depuis, alors, donc aujourd'hui, Elio a 18 mois. 17, du coup. 17, oui. C'est comment votre vie? Donc, il est gardé par ses grands-parents Voilà, cœur. De temps en temps, du coup. De temps en effectivement, temps. Pas beaucoup. Toi, tu une fois continues par les semaine. compétitions comme avant ou t'as baissé quand même le rythme? Alors, non, j'ai pas baissé du tout le rythme, finalement. Ouais, Pas du tout. Parce qu'au tout début, on s'était dit, bon, mais on va moins voyager, on va rester peut-être plus à Nazaré Ouais. et tout ça. Et finalement, j'ai fait l'hiver le plus actif de ma carrière. Eh bah. Et ouais, c'était dingue. Et dans notre sport, du coup, on repère la tempête une semaine à l'avance, et puis plus ça arrive, puis on part pour surfer cette tempête. Ouais. Et le problème, c'est que là, enfin le problème non, mais les années d'avant, le pire qu'on avait fait, c'était le soir. On s'était dit, on était en train d'être à la maison, il y a le poêle, on était en train de jouer à un jeu de société ou je sais plus quoi, et tout d'un coup on s'était dit, ah il faut y aller finalement, on y va, donc il faut partir, et à 1h du mat il fallait partir. Donc ça, du jour au lendemain, j'avais déjà été habituée à pouvoir partir. Ouais. Mais là on s'était dit, bon ça sera plus possible avec le petit. Oui, compliqué. Voilà. Et là, finalement, à 10h du matin, un jour, on est à la maison, petite routine, tout va bien, hop. Et puis là, je me rends compte que non, il faut aller à Hawaï, il y a une tempête, il y a un truc exceptionnel, il y a peut-être même une compétition qui peut être lancée, il faut qu'on y aille. On va partir à midi aujourd'hui. Il était 10h, il fallait qu'on parte à midi de chez nous, et le vol partait à 14h, 15h, je sais plus. Et donc en 2 heures, voilà, en 2 heures, il fallait faire la première valise d'Elio. Donc le penser aux couches, penser à tous ces trucs là pour lui. Bah oui. Voilà. Tout son petit nécessaire. Voilà, sa petite trousse de secours, oui. tout ça. Plus mes planches, plus mes affaires, plus partir pour, on ne sait pas vraiment une durée où, indéterminée. Et on ne sait pas vraiment combien de temps. Donc on partait à la base pour Hawaï, mais on ne savait pas trop. Et en fait, on est resté un mois et demi. Et on est allé aussi en Californie, dans le froid et tout ça. Donc il fallait être prêt à tout, quoi. Oh là là. Et du coup, on a fait ça. Et on a fait un autre truc aussi que je pensais que je n'allais pas faire. Et même avant Elio, je trouvais que c'était fou de faire ça et que c'était un challenge humain assez impressionnant. C'est de surfer une grosse vague à Hawaï. Et en fait, sur la même tempête, le temps que la tempête elle arrive en Californie, on prend donc la journée on surfe à Hawaï, la nuit on prend l'avion
qui arrivent en Californie pour surfer la même tempête. Mais Donc non. la nuit s'appelle le red eye, enfin le vol des yeux rouges, parce que du coup tu Oui. dors dans l'avion à peine, tu as surfé Oui. une grosse journée, tu vas resurfer une très grosse journée, où Ah. normalement il faut être quand même en forme pour ça. Et donc on a fait ça. Et alors, ton nouveau statut là de mère comment dire, ne t'empêche pas d'être pleinement dans ta discipline, malgré tous les risques que tu prends. Non, Et de tout ce qu'on t'avait dit, Ouais. tu verras les sports extrêmes quand on devient maman, t'auras Ouais. plus le même mindset et tout ça. Toi, Non, c'est ça bien se passe passé. pas Parce que j'avais envie, comme j'avais un ça. besoin, je crois. Un besoin pour toutes ces personnes qui m'avaient dit ça, peut-être. Un besoin pour moi, pour me rassurer que j'étais encore une personne à part entière aussi. Ouais. Et pour Elio aussi. Je me disais que c'était bien pour lui, qu'il comprenne que c'était un plus dans ma vie, que ça a été une force, que ça a été un événement magique et qu'avec lui, je peux continuer aussi, qu'il n'a pas transformé maman, il a juste envoyé un super pouvoir en plus. Ouais, c'est ça. Et voilà, ce côté-là aussi. Et du coup, cet hiver-là aussi, il y a un truc qui était vraiment chouette, c'est que j'ai fait la compétition à Nazaré, qui est un peu le championnat du monde de surf de grosse vague. Ouais. Et donc, j'ai gagné chez les femmes. Je l'ai fait plusieurs fois et c'était chouette. Mais surtout, j'ai fait deuxième chez les hommes. Et ça, c'était cool. Ah. Ouais, ça, c'était vraiment cool, se dire... Ce fameux objectif que tu t'étais fixé. Voilà, j'ai fait deuxième, je n'ai pas gagné. Mais attends, bon, c'est voilà, déjà pas mal. Oui. Alors que bon, j'avais dû dormir 3 heures, Oui. 5 heures maximum sur tout l'hiver, c'était mes nuits. En mode cododo, allaitement, Ah ouais, ça, c'était et fou. une césarienne d'urgence 1 an avant. Oui, Ouais. c'était quand même cool. une sacrée performance. Ouais, ça, c'était le truc le plus cool pour moi, je me dis. Et effectivement, au moins, tu montres à ton fils que maman, elle s'épanouit dans les grosses vagues. Et que, voilà, c'est... Voilà. Il est monté sur le podium avec moi. C'est vrai ? C'était cool. Et alors, est-ce qu'il est déjà monté sur sa bébé planche ? Est-ce qu'il a une mini planche déjà ? Oui. Ouais, c'est trop cool. Est-ce que tu fais du surf avec lui ? Est-ce que tu le prends, tu sais, Ouais, avec un petit peu des aussi. brassards ? Mais après, il est petit là, 1 an et demi. Il est quand même tout petit, mais on a une rampe de skate dans le jardin chez nous. Et on l'a mis sur le skate très rapidement. Et sur le skate, c'était trop drôle parce qu'il restait sur le skate. Je pouvais lancer dans la rampe et il faisait des allers-retours et il restait bien sur le skate. Donc je me suis dit, tiens, sur la planche, ça peut fonctionner. Donc, a priori, Elio a le sens de la glisse. Ouais. Et ça a l'air de lui plaire sur les toutes petites sessions qu'on a fait. Mais voilà, moi, je viens d'une famille qui m'a absolument pas poussée. Oui. Et c'est ça qui a marché. Et voilà, et il fera ce qu'il aime. Et s'il veut Exactement. devenir musicien ou autre chose, il fera. Et il n'y a pas de souci. Non. Merci infiniment d'être venu me raconter tout ça. C'était passionnant, enrichissant, inspirant. Bravo pour cette carrière tellement unique, tellement voilà. Toi, toi qui n'avais pas forcément de modèle justement, toi tu en es un, je pense, pour beaucoup de jeunes sportives de haut niveau qui veulent se concilier maternité et sport extrême. Donc, merci pour elle. Le faire pendant, c'est vrai. Parce que toujours on m'avait dit après et tout ça. Non, aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on peut faire pendant la carrière. Mais oui. Et il y a les partenaires qui peuvent suivre. Mais oui. S'ils sont bien câblés. Et moi, j'ai eu de la chance, j'avais un bon entourage. T'as des gens bien câblés autour de toi. Qu'on salue. On embrasse Fred et Elio, évidemment, et tout ton entourage, là, et Armelle, qui a été tellement importante. La petite famille Machado, qui est au Portugal. La petite famille qui est ton village, finalement, autour de toi, tes ressources, et tout le monde du surf qui peut-être écouteront cet épisode, et des jeunes femmes surfeuses qui pourront peut-être se dire je n'aurais pas à sacrifier ma carrière si j'ai envie de devenir maman. Voilà, c'est trop bien. Merci beaucoup, Justine. À bientôt. Avec plaisir. Belle vie à vous. Merci. Ciao.